Bonsoir à tous et merci de votre présence extrêmement nombreuse. Nous ne doutions pas aux alumni, à l'association des alumni, qu'en invitant Michel Mayor, le succès était assuré. C'est un très très grand honneur que nous fait ce soir Michel Mayor d'être présent ici pour cette conférence, que je vous le présente, mais ça n'est pas vraiment nécessaire, mais je le fais avec un immense plaisir. Il est né à Lausanne en 1942. Il a grandi à Aigle avant d'entamer des études de physique théorique à l'université de Lausanne. Et puis, il a eu la bonne idée de venir à Genève pour un doctorat en astrophysique qu'il obtient en 1971. Le 6 octobre 1995, le professeur Michel Mayor, qui est alors professeur à l'Observatoire de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, et son doctorant de l'époque, le professeur Didier Queloz, annonce à la communauté scientifique internationale une nouvelle extraordinaire, vous le savez, la détection de la première planète hors du système solaire, l'exoplanète 51 Pégasi b. Cette incroyable annonce ouvre la voie à des milliers de chercheurs, lance ce que l'on a appelé le siècle des exoplanètes, plus de 4100 qui ont été trouvés à ce jour. Et près de 25 ans après cette découverte, Michel Mayor sera récompensé du prix Nobel de physique 2019. C'est un grand honneur, évidemment, pour l'Université de Genève, pour la Suisse romande, et c'est encore un plus grand honneur pour nous de l'avoir ce soir avec nous. Je renonce à vous donner toutes les distinctions qu'a reçues Michel Mayor, qui est toujours aussi modeste et toujours aussi extraordinaire. On est très heureux, en plus, de dire qu'il est membre d'honneur des alumni de l'Université de Genève. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En fait, j'étais vraiment embarrassé pour préparer cette conférence. Simplement, il y a eu trop de travaux qui se sont faits au cours des 25 dernières années. Ce n'est pas une demi-heure ou 3/4 d'heure qu'il faut, mais beaucoup plus de temps. Enfin, je vais quand même vous épargner et je vais quand même essayer de résumer. Actuellement, il y a des dizaines de satellites qui sont soit lancés, soit en préparation. Donc actuellement, ce domaine de l'astrophysique est devenu absolument gigantesque. Évidemment, ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Donc, d'autres mondes dans le cosmos, ça, je reprends une sorte de terminologie de l'Antiquité. Comment dire, il y a plus de 2500 ans, déjà, les philosophes ioniens, 5e siècle avant Jésus-Christ, discutaient de l'existence d'autres mondes dans l'univers, et même plus tard, de la possibilité qu'il y ait d'autres mondes habités dans l'univers. Bon, ce n'était pas sur les exoplanètes, hein, c'était une idée philosophique, etc. Donc, c'est une vieille préoccupation. Donc, nous, on a prouvé la première partie, on sait qu'il y a des planètes, qu'il y en a beaucoup, et on n'a pas encore prouvé la deuxième partie du titre. Alors ici, je vous montre la plus vieille image d'une exoplanète. En fait, c'est un atlas d'Oppelmayr de 1742 qui, si vous regardez bien dans l'angle, on a le système solaire qui est là, avec Jupiter avec ses satellites, Saturne avec ses satellites, et puis regardez les planètes lointaines qui sont dessinées ici, et là, en regardant un peu plus, elles sont entourées de systèmes planétaires aussi, comme le nôtre. Ça, c'était probablement l'influence de Giordano Bruno qui avait été brûlé sur 40 ans avant pour avoir émis beaucoup de belles idées et certaines qui étaient dangereuses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été brûlé. Bon, oublions un peu maintenant l'histoire de l'astronomie et regardons ce que l'on peut dire actuellement. Donc, le Soleil, une étoile, donc un réacteur nucléaire, qui fait partie de la Voie lactée, quelque chose comme 200 milliards d'étoiles. Beaucoup d'étoiles, comme le Soleil, plus grosses, plus petites, peu importe, qui sont liées par la gravitation et qui tournent. Donc ça, ce n'est pas notre galaxie, parce qu'on ne peut pas sortir pour prendre la photo. C'est une galaxie de la même famille, du même style, donc avec des structures spirales. Regardez, parce que je vais revenir un petit peu après, il y a de temps en temps des taches
le rose sort mal, mais enfin, il y a des taches ici. Évidemment, à cette échelle-là, ce n'est pas des étoiles, c'est des nuages moléculaires. Comme ça, on y reviendra. Maintenant, je triche un peu et je vous montre une vraie photo du centre de notre galaxie. Alors, j'imagine qu'on l'ait pris là, mais enfin, c'est pas. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est plus un dessin, c'est pas une autre galaxie, c'est un tout petit morceau des régions centrales de notre galaxie. Donc, on est d'accord, il n'est pas question de se poser des questions, de trouver de nouvelles étoiles. On en a beaucoup trop. Regardez ici. Le problème, il est de se dire, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de cette étoile-là ou de celle-ci-là, etc. Le problème, il est là. Est-ce que c'est une question auquel on peut répondre? Est-ce qu'on peut trouver des techniques pour trouver des planètes? Alors, on fait un petit détour dans la littérature astronomique et c'est assez étonnant de voir que la première moitié du XXe siècle, eh bien, les astronomes même les plus éminents, c'est des grands noms de l'astronomie, Sir Jeans, qui était de Cambridge, Shapley de Harvard, etc. Jusqu'à le milieu du siècle, les astronomes pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie. 200 milliards d'étoiles. Hein? Donc, notre système planétaire était unique. Bon, éventuellement, il pouvait y en avoir quelques-uns. Voilà. Mais ce n'était pas possible. C'est assez étonnant parce que déjà à l'époque, la science-fiction est déjà discutait ces problèmes de civilisation ou d'extraterrestres. Les idées changent vers le milieu du siècle, d'abord pour une mauvaise raison, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais après, en 1952, il y a un astronome qui s'appelle Otto Struve qui dit, c'est étonnant, les étoiles comme le Soleil ou plus petites ne tournent pas. Vous allez me dire quel est le lien avec des exoplanètes. Et en fait, c'était une très très belle remarque, en sens que quand un nuage de gaz s'effondre pour former une nouvelle étoile, eh bien, il y a toujours trop de moments angulaires, de rotation. Ça tourne trop vite, comme ça pour être accrété pour l'étoile. Donc, où est passé l'excès de moments angulaires? Et Struve dit il doit être placé dans un disque de gaz et de poussière qui tourne autour de l'étoile et qui stocke tout cet excès de moments angulaires, tout du gaz qui a tourné trop vite, qui n'est pas tombé sur l'étoile, comme ça. Et ceci, ça nous rappelle que dans le système solaire, l'essentiel du moment angulaire est stocké par les planètes qui tournent autour et pas par le Soleil. Le Soleil, il est 1 million de fois plus lourd que la Terre, mais c'est tellement près qu'un objet qui tourne ici a finalement un avantage de la distance pour le moment angulaire. Donc, il fait cette remarque et il conclut, c'est deux pages, c'est rien du tout. Il dit, donc, il doit y avoir des tas de planètes dans la Voie lactée. Et c'était tout à fait juste. En 1970 à peu près, les gens remarquent que les étoiles jeunes ont toujours un excès, c'est le spectre, enfin peu importe, comme ça, il y a toujours trop de lumière infrarouge. Ça, c'est la lumière de l'étoile, dans le visible, ici, comme ça. Puis il y a toujours une queue dans l'infrarouge, il y a trop de lumière infrarouge, et on dit, oui, ben, c'est simplement la lumière de ce disque de gaz et de poussière qui est autour. Voilà. Donc, on avait tout d'un coup la première idée, oui, ces disques, on les voit. Et puis après, on arrive en 1995, et le Hubble Space Telescope regarde des étoiles jeunes qui sont devant la nébuleuse d'Orion et qui sont en train de sortir de la nébuleuse. Alors, quand je dis des étoiles jeunes, c'est des étoiles qui ont, disons, 3-4 millions d'années. Les 3-4 millions d'années, c'est pas... Est-ce que c'est jeune? Alors, il faut se rappeler que le Soleil, c'est 4600 millions d'années. Donc, c'est 1000 fois plus jeune que le Soleil. Hein. Donc, réellement, c'est des étoiles jeunes, avec sa résolution angulaire, donc il regarde avec beaucoup d'acuité visuelle, il regarde et voilà ce qu'il voit. Les étoiles qu'il imagine à haute résolution, eh bien, sont toutes encerclées d'un petit disque de gaz et de poussière. La poussière bloque la lumière qui vient de derrière, d'où on voit ce cercle noir. C'est le lieu de naissance des planètes.
les idées changent, enfin elles avaient changé avant avec la lettre de Strauss, mais maintenant elles sont confortées, il doit exister autant de systèmes planétaires que l'on veut dans l'univers. Donc on passe non pas de rien ou quasiment rien à 100 milliards, 1000 milliards de planètes dans la Voie lactée. Les idées changent, après il faut les trouver. Alors, la difficulté, c'est que si vous prenez déjà simplement la Terre et le Soleil, la Terre ne fait que réfléchir un tout petit peu de la lumière du Soleil, 1/1000e dans le visible. Donc, si on regarde à une certaine distance, vous êtes complètement ébloui par la lumière de l'étoile. Jupiter, la grosse planète, c'est aussi du même ordre de grandeur. Dans l'infrarouge, c'est un peu mieux, voilà. Donc, l'observation directe, en tout cas à cette époque-là, était impossible. Alors, on recourt à un effet extrêmement simple, qui est le fait que si vous avez ici une étoile qui tourne autour du centre de gravité, la planète est là, on ne voit pas la planète, mais si vous mesurez la vitesse de l'étoile, vous pouvez voir que les longueurs d'onde varient via l'effet Doppler. Vous voyez que l'étoile se rapproche de vous, s'éloigne de vous, se rapproche de vous, s'éloigne de vous, etc. Tout ceci grâce à un phénomène qui nous aide énormément, c'est que le spectre des étoiles, c'est une forêt de transitions atomiques. Une énorme forêt, des dizaines de milliers de transitions atomiques. Et donc, on va voir, alors on ne voit pas un beau spectre comme ici en couleur, mais on voit cette forêt-là, et tout le jeu va devoir osciller la forêt de transition atomique, l'effet Doppler. Alors ça, c'est ce que l'on a utilisé, voici, un peu plus de 25 ans. Avec des collègues français, on a construit un spectrographe, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une ruse optique qui permet de concentrer toute l'information de milliers de transitions atomiques sur une quantité, la vitesse de l'étoile. Voilà, comme ça. C'était un spectrographe comme ça. Pourquoi c'est difficile? Parce que les planètes sont petites par rapport aux étoiles, donc elles ne font pas beaucoup bouger les étoiles. Donc, nous, d'avoir un instrument qui... Mais en plus, les étoiles, elles ne nous envoient pas beaucoup de photons. Donc, pour combiner le manque de photons et la petitesse de l'effet qu'on mesure, voilà, il fallait un instrument spécial. Et c'est ce qu'on a fait avec des collègues français. On a commencé en 88 par là, comme ça. Et on partait dans l'idée qu'on allait trouver peut-être une planète après une dizaine d'années, être patient, ou éventuellement, pour se mettre quand même quelque chose sous la dent, éventuellement découvrir des étoiles abortées, enfin des étoiles qu'on a des naines brunes, des étoiles dont la masse est tellement faible qu'elles n'ont pas pu amorcer la réaction nucléaire à l'intérieur. Voilà. Donc là, on n'avait aucune théorie sur la période de ces objets-là. On se disait, les gens étaient intéressés par ces objets-là. Donc on se disait, voilà, on aura quelque chose à trouver avant 10 ans. Et puis on commence les mesures, et tout d'un coup, on trouve un objet avec un vieux télescope. C'est pas ça qui est intéressant, c'est l'instrument qu'on a construit derrière qui était surprenant. Une période de 4,2 jours, à peu près la masse, un peu la moitié de la masse de Jupiter, une grosse planète, hein, comme ça. Mais 4 jours, donc cette planète, elle fait un tour d'étoile en 4 jours. La Terre, elle met 365 jours, etc. Et puis, c'était pire que ça. La théorie nous disait que pour former une planète gazeuse géante, comme Jupiter, il faut agglomérer des grains de glace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de silicates et de fer ou de métaux dans le disque d'accrétion, ce disque autour des jeunes étoiles. Donc, la glace, elle existe très loin de l'étoile, pas tout près. Donc, la théorie disait qu'on ne pouvait former que des planètes ayant une orbite de plus de 10 ans. Et là, on trouve 4 jours. Donc, c'était un désaccord d'un facteur 1000 avec la théorie. Donc, on fait un petit peu attention avant de publier. On attend la saison suivante pour être sûr, etc. Refaire des mesures différentes pour voir si le phénomène est stable et tout. Oui, parce qu'il pourrait y avoir des tas d'effets physiques. On connaît des tas d'étoiles qui pulsent. Enfin, il y a différentes possibilités.
Et seulement après une année, on s'est décidé à publier ce travail. Donc, le prix Nobel, c'est que ça. Facile. Et bon, ce qui s'est passé, si c'était resté à ce niveau-là, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Ce qui nous a aidés, c'est nos collègues et compétiteurs américains qui, quelques mois après, ont trouvé d'autres planètes par la même technique. Et puis, après, il y en a eu d'autres, ça a augmenté. Maintenant, on en est à 5000. Oui, ce n'est pas 4100, c'est 5000. On n'a pas que ça. Donc, voilà. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'était la première, mais si c'était resté un objet unique, on n'en parlerait plus. C'est parce qu'il y en a eu des milliers d'autres comme ça que tout d'un coup, c'est un énorme chapitre. Puis alors après, on va en parler. Elles sont étranges, ces planètes. Voilà, donc ça, c'est le démarrage pour nous. Alors, juste un mot de physique. Pourquoi sont-ils courte période? Simplement, c'est relatif. Quand vous avez le disque de gaz et de poussière, vous avez une planète qui se forme par agglomération de grains de gaz et de particules, de poussière d'abord, puis après du gaz. Eh bien, cette jeune planète, elle va perturber le disque. Et ces perturbations vont induire des excès, des bourrelets à certains endroits qui sont résonances, des choses comme ça. Après, la masse de ce bourrelet va réagir sur l'orbite de la planète. C'est un jeu compliqué de toutes ces résonances qui réagissent, et le résultat final, c'est la planète va spiraler en se rapprochant de l'étoile. C'est l'explication. C'est un phénomène physique majeur, et comment dire, d'un point de vue de physicien, ça c'était la chose la plus importante. Mettre en évidence un phénomène qui est majeur dans la formation des systèmes planétaires, parce qu'autrement on ne peut pas les expliquer. Toutes les autres planètes qui ont été découvertes après ont des courtes périodes, enfin pas toutes, mais beaucoup ont des courtes périodes. Donc voilà, ça c'est un nouvel ingrédient pour comprendre la formation des systèmes planétaires. Je saute 15 ou 20 ans et on va à 5000 mètres sur l'altiplano chilien. Et là, un consortium formé de l'ESO, c'est-à-dire de 16 pays européens, les États-Unis, le Japon, construisent un instrument de 60 antennes de 12 mètres de diamètre. 12 mètres de diamètre, c'est à peu près la taille de cette chose, comme ça. Ces 60 antennes regardent tout en même temps le même coin de l'univers, combinent le rayonnement électromagnétique, ce n'est pas des images optiques, c'est de l'électricité qui revient dans les câbles. Et là, au centre, vous avez un ordinateur très spécialisé qui se trouve ici, qu'on appelle le corrélateur, qui va mélanger tous ces signaux pour obtenir une acuité, une résolution angulaire fabuleuse. Donc, cet ensemble de télescopes peut être mis groupé sur l'ordre de 200 mètres ou dilué sur 14 km pour, comme une paire de jumelles, où vous augmentez énormément la résolution. Alors, ça, c'est pour... Ça travaille dans les ondes submillimétriques, et c'est pour étudier le gaz froid dans l'univers. Formation des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes. Alors, évidemment, moi, je ne travaille pas dans ce domaine, mais des collègues qui travaillent avec cet instrument se sont tout de suite intéressés à des sites potentiels de formation des planètes. Alors, ils regardent... Alors, ça, c'est purement touristique. Ça n'a rien à voir avec l'exposé, si ce n'est que c'est quand même terriblement beau. Pourquoi 5000 mètres d'altitude? Parce que la vapeur d'eau, elle est plus bas. L'essentiel de la vapeur d'eau. Alors voilà. Donc, ils regardent une nébuleuse qui est, comme la nébuleuse d'Orion qu'on a vue avant, c'est un gros nuage de gaz. Hein. Quand je dis gros nuage de gaz, la nébuleuse d'Orion, 100 000 fois la masse du Soleil. Hein. C'est vraiment un gros soleil, hein. Un gros nuage. Là, il y en a un plus petit. Il est beaucoup plus petit. Il était connu. Une petite nébuleuse, comme on en connaît des milliers dans la galaxie. Et on savait qu'il y avait une étoile jaune au milieu. Alors, il regarde avec l'ensemble d'antennes, l'interféromètre, et voilà ce qu'il voit. Donc, au milieu de cette nébulosité, une étoile jaune
qui, vu avec cette énorme paire jumelle qu'est l'interféromètre, eh bien, révèle exactement ce qu'on a vu dans la simulation avant, à savoir un disque de gaz et de poussière, où des nouvelles planètes ont déjà enlevé la matière dans des anneaux, comme ça. Donc ça, c'est déjà la naissance d'un système planétaire qu'on est parfaitement capable déjà d'imager. Et les gens, évidemment, ils y ont pris goût. Et ça, ils ont regardé des tas de planètes, d'étoiles jeunes, et ils ont trouvé la même chose avec des différences. Donc la structure détaillée va faire qu'on ne fait pas toujours exactement le même modèle que notre système solaire. Donc ça, c'est un grand domaine. On peut étudier la formation des planètes. Puis nous, on a continué notre travail. Donc, en 77, notre premier, c'était 300 mètres par seconde. Celui qui a servi à découvrir la première planète, il avait 13 mètres par seconde. Vélomoteur, la vitesse de vélomoteur. Celui-là, ARPS, qui a été mis en 2003 au Chili, 1 mètre par seconde. Imaginez une étoile qui se trouve à 100 parsecs, 100 années-lumière et comme ça, et vous détectez des changements de vitesse qui sont celles d'un piéton. Voilà, c'est ça. Ce qui se cache derrière la technique, là derrière, c'est d'avoir la sensibilité pour voir les variations de vitesse d'une étoile comme ça. Et puis, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez le dernier né, qui est ici, qui a été mis en service il y a quelques années seulement, qui est connecté à 4 télescopes de 8,20 mètres de diamètre. Donc, il est l'équivalent d'un instrument qui collecte les photons d'un télescope de 16 mètres de diamètre, au Mont Paranal, au Chili, nord du Chili, etc. Chef de projet, qui est le directeur actuel de l'Observatoire de Genève, Francesco Pepe. Une merveille, cet instrument. Alors, toujours, il utilise la même philosophie, donc il faut concentrer toute l'information stockée dans des milliers de rays sur une seule quantité. Bon, ça, c'est, voilà, à quoi ça ressemble. Ça, c'était celui qui faisait 1 mètre par seconde, qu'on avait mis en service au Chili, et qui est toujours, 20 ans après, il est encore au service, c'est un grand succès commercial. Il marche à 360 nuits par année, là-bas, sur le télescope de 3,60 mètres de l'ESO, qui est l'Observatoire austral astronomique. Voilà, il est là. Alors, il n'est pas ouvert comme ça, là, il est ouvert parce que c'est sous vide. Mais après, on ferme, et puis voilà. Alors, on a trouvé, la règle, quand on construit un instrument comme ça, elle est assez étonnante. Bon, il faut d'abord constituer un consortium de collègues qui ont des compétences complémentaires, qui sont capables d'amener de l'argent pour le construire. On achète tout le matériel, on offre tout le manpower, et on est sélectionné par les autres pour savoir, oui, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est compétitif. Si on est sélectionné et qu'on le réalise, qu'on paye tout, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à l'ESO, comme ça, et on est payé en retour dans ce cas particulier de notre canot, de 500 nuits de gros télescopes. Gigantesque, c'est gigantesque. Voilà, les astronomes, ils sont payés en nuit. Comme ça. Comment dire, juste pour avoir une idée, ça c'est 3,60 mètres, hein, donc c'est pas grotesque. Mais si on parle par exemple du télescope de 8 mètres, qui sont maintenant à Paranal, c'est des instruments où le coût de construction et de maintenance fait que la nuit coûte 100 000 francs. Voilà, donc c'est juste celui qui reçoit l'astronome, il ne paye rien. Hein. L'astronome, il doit avoir la bonne idée. S'il donne la bonne idée et qu'il est sélectionné, il reçoit, il va faire ses mesures et tout. Et c'est uniquement sur une base compétitive. Il y a 16 pays européens qui collaborent pour l'ESO, qui payent au prorata du PIB, PNP, et qui n'ont aucun droit de retour quantitatif. Ils peuvent proposer, s'il est bon, ils obtiennent du temps. Donc, il ne faut surtout pas dire à nos politiciens, on se plaint, on n'a pas obtenu assez de temps et tout, parce que la réponse est évidente, soyez meilleurs, quoi. C'est ça, voilà.
C'est comme ça que marche une telle organisation. Alors, donc, on a découvert des centaines, des milliers de planètes, de systèmes. Alors, je ne vais pas vous les montrer tous, je vous en montre qu'un seul. Ici, alors, il faut expliquer un peu ce diagramme. Ici, je mets la vitesse en mètres par seconde, donc ce n'est pas beaucoup. Hein. Ici, je mets les jours, hein, en 3000 et 5000 jours. Il y a 7 ans de mesure à peu près là. Chaque fois que vous faites une mesure de la vitesse, vous mettez un petit point rouge ici, dans un tel diagramme. Après 7 ans, vous avez une sorte de banane de points rouges. Regardez pas le noir, regardez juste le rouge. Qu'est-ce que vous dites? Il y a une planète de période quelques années, voilà. Et après, vous mettez ces mesures dans l'ordinateur avec un programme un peu subtil, et le programme va analyser le détail de tout ça, et il dit non, il y a 7 planètes qui tournent ici. Alors, juste, je fais le dessin, enfin, partiel. S'il y a une planète qui tourne autour d'une étoile, la vitesse, l'étoile se rapproche de vous, s'éloigne de vous, etc. S'il y a 2 planètes, ça fait comme ça parce que ce n'est pas la même période. S'il y en a 7, vous avez besoin de l'ordinateur pour vous débrouiller. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que dans ce système, il y a une planète qui tourne en un jour autour de l'étoile, avec une masse environ de la masse de la Terre, une autre en 6 jours, 13 masses de la Terre, etc., 16 jours, 11 masses de la Terre. Donc vous avez tout un essaim de planètes un peu plus lourdes que la Terre, qui sont toutes serrées autour de l'étoile. On n'a rien de commun, de similaire dans le système solaire. Et puis après, il y en a des plus longues périodes. Celles qu'on voyait à l'œil, c'est seulement 2000 jours, etc. Voilà, ça c'est l'exemple typique d'un système planétaire qu'on découvre. Maintenant, on en a découvert beaucoup, beaucoup plus. Diversité, c'est un vilain diagramme, je ne l'aime pas. Enfin, je ne vais pas faire mieux. Ici, on met la masse, ici, on met la période. Et on voit qu'on trouve, mais c'est une mauvaise unité, c'est pour ça que je n'aime pas. Là, il y a des planètes qui ont la masse de la Terre, voire moins. Il y a des planètes qui tournent en un jour, elles sont par ici. Et il y en a qui ont 30 ans de période qui sont par ici. Ça, c'est des Jupiters, etc. On trouve, et on peut, une grande complexité. On trouve des systèmes, des périodes qui sont de quelques heures à quelques dizaines d'années. On trouve des masses qui sont jusqu'à 10 fois la masse de Jupiter. Certaines planètes ont des orbites comme ça, extraordinairement excentriques. Dans le système solaire, toutes les grandes planètes elles tournent circulairement. Voilà. Donc, juste pour dire que les systèmes planétaires ne sont pas tous du même modèle. Il y a une énorme diversité. Après, on pourrait parler de qu'est-ce qu'il arrive à une planète rocheuse qui tourne en 1 heure ou 2 ou quelques heures autour du Soleil. Qu'est-ce qui lui arriverait? Eh bien, c'est une planète de lave, c'est-à-dire même les silicates fondent. Donc, les roches fondent, ce serait une grosse boule de gaz. On connaît d'autres planètes, c'est des planètes océans, pas des petits océans comme chez nous, de 3 km d'épais. Non, des océans de 600 km de profondeur. Donc là, l'essentiel de la masse de la planète, c'est de l'eau, etc., etc. Fascinant, hein, la complexité qu'on découvre. Maintenant, on trouve une planète, puis après d'autres, qui ont des périodes extrêmement courtes. Donc, vous avez l'étoile ici, la planète qui tourne comme ça. Rien d'intéressant qui se passe. Si elle fait comme ça, elle passe entre votre œil et l'étoile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va, se passer une éclipse. Alors, on utilise dans ce cas-là le transit planétaire. La planète va faire baisser la luminosité de l'étoile parce qu'elle cache un petit morceau du disque de l'étoile. On ne voit pas la planète. La seule chose qu'on voit, c'est que la luminosité de l'étoile baisse périodiquement. C'est une méthode fantastique. C'est le futur en grande partie. Ici, un dessin, vous avez l'étoile, vous avez la planète qui fait comme ça. Quand elle passe là-devant, elle cache une surface par rapport à la surface de l'étoile. Donc, si elle cache 1% de la surface de l'étoile, eh bien, c'est qu'elle a un rayon 10 fois plus petit. Un dixième fois un dixième, comme ça.
Donc, ça permet la baisse de luminosité quand elle est là, nous dit la dimension de la planète. On ne les voit pas, mais on peut déjà calculer leur masse par l'effet Doppler, leur dimension par cette technique-là. Je ne vais pas parler de ça. Quand elle passe derrière, il y a une baisse infrarouge pour visualiser ce qui se fait. Imaginez que vous ayez oublié d'éteindre une plaque électrique dans votre cuisine. Elle vient rougeoyante. Et à ce moment-là, vous prenez, je ne sais pas, un journal et puis vous cachez. Et tout d'un coup, vous ne ressentez pas le rayonnement infrarouge. C'est exactement ce qui se passe ici. La planète qui passe derrière, tout d'un coup, la température de la planète qui est responsable de l'émission infrarouge va baisser. Et donc, dans l'infrarouge, on va avoir comme ça. Et qu'est-ce qu'on a déduit? Eh bien, on a déduit la température de l'atmosphère de la planète. C'est une merveille de voir tout ce qu'on peut faire sans les voir. Et cette technique est gigantesque. On va voir... Ah oui, encore une chose la plus belle. Alors, c'est ce petit anneau bleu ici. Qu'est-ce que c'est? C'est l'atmosphère de la planète qui filtre la lumière de l'étoile. Ça filtre l'atmosphère. Il y a une partie de la lumière qui passe à travers, mais certaines longueurs d'onde sont bloquées. Si vous comparez le spectre de l'étoile quand elle est derrière ou quand elle est devant, vous pouvez déterminer la composition chimique de l'atmosphère de la planète. Voilà. Ça c'est la partie excitante pour le futur. Alors, ça, c'est le premier qui a été découvert. On avait découvert une planète qui avait une période de 3 jours et demi. Et puis, on collaborait avec des collègues américains. Et là, un de ces collègues, qui était un astronome amateur aussi, il s'était payé un télescope de 10 cm dans son garage. Donc, on parle toujours des gros télescopes, mais là, comme ça. Et voilà, c'est le professeur Brown. Et à l'heure où on lui a dit, cette étoile-là, à ce moment-là, doit avoir peut-être un transit, exactement à l'heure prédite, la luminosité a baissé de 1 à 2 %. Tout de suite, on a déduit la densité moyenne de cet objet, 0,3 grammes par centimètre cube. Donc, c'est moins que l'eau, c'est la moitié moins que Saturne, etc. Donc, c'était la preuve absolue qu'il s'agissait vraiment de géantes gazeuses, donc c'était vraiment des planètes. Et puis, nos collègues américains, ils ont eu la très bonne idée de modifier un peu la manière d'utiliser le télescope spatial, le Hubble, pour remesurer le même objet l'année suivante. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes hors de l'atmosphère. La qualité des mesures, incroyable, vous n'avez pas la perturbation comme ça. Donc, si une planète de la masse de Jupiter fait un signal aussi beau que ça, vous dites, mais on pourrait déterminer des tout petites planètes, des planètes comme la Terre. Et c'est ce qu'a fait la mission spatiale Kepler de la NASA, qui a été lancée après et qui a observé pendant plusieurs années un même coin du ciel qui avait été sélectionné où il y avait plus de 100 000 étoiles. Alors, si ça, c'est le télescope, allez, on va prendre un télescope. Alors, le télescope est ici, il tourne comme ça, en regardant toujours le même coin du ciel, et il fait une mesure toutes les 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas quoi. Et donc, à la fin, vous avez 100 000 courbes de lumière échantillonnées tous les quelques minutes sur 3 ans. C'est beaucoup de données, hein, ça. Vous mettez ça dans l'ordinateur et vous dites à l'ordinateur quelles sont les étoiles qui ont des variations comme ça. Et l'ordinateur, tout d'un coup, vous donne des milliers de systèmes planétaires. Pire que ça, ici vous avez un diagramme où vous avez les rayons en unité terrestre. Ça, c'est un rayon terrestre, 4 rayons terrestres, etc. Donc la Terre sera à ce niveau-là, Jupiter sera à ce niveau-là à peu près. Et là, on met la période dans une échelle logarithmique en jours. Donc la Terre serait par ici, donc cachée 300 jours par ici. Mais ce qui est important, c'est de voir toutes les découvertes qui ont été faites par la mission Kepler. Les couleurs codent le nombre de planètes qui tournent autour d'une seule étoile. Si vous prenez les points rouges ici, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, c'est des étoiles où vous avez non pas
un transit, mais 6 transits qui varient à des périodes différentes. Donc vous avez 6 planètes qui tournent autour. Donc vous voyez la richesse des découvertes qui ont été faites par la mission Kepler. Puis évidemment, il y en a qui ont 4, 3, 2, etc. Alors juste pour situer maintenant, pour revenir un peu chez nous, donc il y a, je ne sais plus combien, 7-8 ans, a démarré de nouveau, d'une manière compétitive, la proposition de construire un spectrographe adapté à des télescopes de 8 mètres. Et ça, c'est, alors là, à nouveau, il y a eu un consortium avec 5 ou 6 instituts, mais qui était, comme on a un certain savoir-faire dans le domaine, eh bien, c'est sous la houlette de l'Observatoire de Genève et donc de Francesco. Et comme on peut en plus le connecter à 4 télescopes de 8 mètres, ça fait l'équivalent du pouvoir collecteur d'un télescope de 16 mètres, gigantesque, pour mesurer des objets très faibles. Il va faire d'autres choses, hein. Il fait déjà d'autres choses, cet instrument, non seulement chercher des planètes, mais aussi étudier des trucs en cosmologie, etc. Juste, alors maintenant, bon, c'est en anglais, hein, je n'ai pas traduit. Peu importe, il ne faut pas lire, ce n'est pas important. Là, c'est le 10e du domaine spectral utilisé par ce nouvel instrument, Espresso. Le chef de projet, il est d'origine italienne. Et vous regardez la densité de transition atomique qu'il y a là sur un tout petit bout. Alors maintenant, vous dites quelle est l'ampleur des oscillations des fréquences dues à la présence d'une Terre. Alors une Terre, elle fait bouger le Soleil qu'à 8 cm par seconde. 8 cm, c'est un quart de milliardième de la longueur d'onde. Donc ça veut dire que quand vous regardez ces raies, qui sont extrêmement fines ici, eh bien c'est 10 000 fois plus fin que ça, ce que l'on mesure. Ça correspond à quelques atomes de silicium dans le plan du détecteur. Voilà, ça c'est la cuisine technique qui se cache là derrière. Donc ça va être sous vide, ça va être calibré avec une horloge atomique, etc., etc. C'est des effets très petits. Voilà. On oublie. Et ici, c'est une image d'artiste qui montre à quoi ça ressemble. Sous le plateau du mont Paranal, vous avez cet instrument qui est sous vide, etc., qui reçoit la lumière de 4 télescopes de 8 mètres et avec le but d'arriver à mesurer des changements de fréquence de quelques centimètres par seconde, mais aussi de faire des tas d'autres choses dans d'autres domaines de la physique. Et maintenant, on vient au seul domaine, chose qui vous intéresse, qui est est-ce que certaines de ces planètes peuvent abriter de la vie analogue de la Terre. Alors peut-être je vais quand même faire une petite, précision, parce qu'on peut se dire, ça vient toujours ce genre de remarques, mais pourquoi on cherche déjà les planètes qui ont la masse de la Terre à peu près? Pourquoi est-ce qu'on cherche qu'il y ait de l'humidité, enfin de l'eau à la surface, etc. En fait, ce n'est pas du tout des fantasmes anthropocentristes. Parce que, d'abord, il ne faut pas, si c'est une atmosphère comme les grandes planètes Jupiter, ce n'est pas du tout propice à la création d'une chimie compliquée. Il faut un sol avec un bon mélange d'éléments chimiques et de l'eau, qui est un solvant fantastique pour la chimie, pour mettre des atomes en contact, voilà et tout. Ça, c'est les premières conditions. Donc, on va chercher des planètes rocheuses à distance convenable de la Terre, de leur étoile, pour que l'eau reste sous forme liquide. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, parce qu'à ce moment-là, elle perd son atmosphère. Il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, parce qu'à ce moment-là, elle a des problèmes d'une autre nature en géophysique, tectonique des plaques, des choses comme ça. Voilà, il y a des contraintes physiques comme ça. Ensuite, il y a le problème qui est peut-être pas la plus fondamentale, mais qui est vraiment une contrainte fondamentale, c'est la notion de la vie. La vie, c'est quoi? Prenez la forme la plus élémentaire, c'est prenons une cellule unique, un unicellulaire. Première chose, elle doit se protéger du milieu ambiant, donc elle a une enveloppe.
D'autre part, c'est déjà des millions et des millions d'atomes. Donc c'est déjà une usine chimique d'une grande complexité qui va régler ses échanges d'énergie avec l'environnement, échange de nutriments, etc. Donc déjà une énorme complexité dans une seule bactérie, enfin une seule unicellulaire. Mais elle a une autre caractéristique qui est fondamentale. Quand elle se duplifie pour former des cellules filles, elle lui transmet tout le mode d'emploi. Elle lui dit comment fonctionner. Et on sait que la seule manière qui a été découverte, c'est de le faire via l'ADN, une longue chaîne moléculaire qui code la totalité de la manière de fonctionner d'une cellule. Alors, c'est encore plus vrai pour des organismes plus compliqués. Donc, la vie, avant tout, requiert des conditions pour que vous puissiez transférer l'information à votre fille. Et ça votre fils. Ceci, ça veut dire quoi? Si vous chauffez l'ADN au-dessus de 100, 150 degrés, ça dépend des détails, de la pression et tout, vous cassez la chaîne, il n'y a pas de transmission. C'est ce que l'on fait quand on veut stériliser des aliments. Si vous refroidissez en dessous de moins 20 degrés, la chimie de la vie devient tellement lente qu'il n'y a plus rien d'intéressant qui se fait. C'est ce que vous mettez dans le congélateur. Voilà. Donc, cette exigence d'avoir une planète avec de l'eau liquide, solvant et possibilité de transférer de l'information. Après, il y a des gens qui disent « Oui, mais peut-être ça pourrait être une autre chimie, ça pourrait être autre chose. » Oui, prenons déjà la chose qu'on maîtrise un tout petit peu. Il n'y a aucun autre corps que le carbone qui soit capable de faire des chaînes compliquées. Le silicium qui a été avancé ne fait pas des choses compliquées. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas une preuve, mais c'est quand même... Regardons déjà où on sait que ça marche, quoi. Donc, planète rocheuse mouillée, comme la Terre. Et la question qu'on se pose, c'est que la vie est-elle un impératif cosmique? Qu'est-ce que ça veut dire, cette formulation un peu alambiquée? Ça veut dire que quand les conditions, qui peuvent être très nombreuses, peu importe, sont présentes, est-ce que la vie va se développer d'elle-même? À savoir qu'il n'y a rien de miraculeux, voilà, ça se développe. Alors peut-être les conditions sont très très nombreuses, mais on part de 200 milliards d'étoiles. Vous dites que pratiquement toutes les étoiles ont des systèmes planétaires. Vous dites qu'il y en a peut-être qu'un sur 100 qui a une planète rocheuse à la bonne distance, peut-être même un sur 1000, c'est déjà très sévère. Enfin, c'est beaucoup plus que ça, mais ça veut dire que c'est 200 millions qui restent. Donc c'est gigantesque. Donc la chimie, les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. Donc est-ce que la physique ne va pas faire la même chose qui s'est passée ici avec toutes les je ne prétends pas que c'est dans le détail la même chose, mais la vie peut émerger. On ne sait pas comment, mais c'est la grande question qui occupe des milliers de collègues actuellement. Alors, maintenant, on se rapproche de Genève, et juste pour dire que le groupe de recherche des exoplanètes est très très fort ici à Genève. En sens que, et ça c'est pas moi qui le dis parce que j'ai pris ma retraite il y a bien des années, il est très fort actuellement. Il y a vraiment beaucoup de jeunes chercheurs qui sont incroyables. Il y a peut-être 40 chercheurs qui travaillent là, qui viennent de tous les pays du monde, hein. Chine, Japon, Inde, etc. et tout, et ils sont dramatiquement bons. Et une partie de l'effort, maintenant, est dédiée à ce corollaire de ce que je viens de dire, à savoir, est-ce qu'on peut approcher cette question fantastique? Il ne faut pas avoir une vision naïve du genre, oui, on va être les premiers à découvrir la vie. Ce n'est pas ça. C'est un problème fantastiquement compliqué. Et puis, il y a des milliers de personnes qui travaillent dans les centres d'exobiologie à Madrid, en France, etc. Il y a beaucoup de questions annexes qu'il faut clarifier, d'où l'utilité de collaborer entre différentes personnes ayant des compétences différentes en chimie, en astrophysique, en écologie, sciences de la Terre, sciences de l'environnement. Et donc, ça a été créé ici, à Genève, l'année passée. C'est un centre facultaire sur l'étude de la vie dans l'univers. Quand on dit facultaire, c'est donc les gens restent chez eux, ils font leur travail, mais ils collaborent sur un but commun. Et donc, voilà déjà les gens qui sont impliqués
dans ce travail. Et la dame qui fait comment dire, marcher la machine, c'est Emeline Bolmont, qui est professeure au département d'astrophysique. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps, enfin, je ne vais pas discuter trop. Donc, les projets, l'émergence de la complexité moléculaire, le problème de la stabilité, la multistabilité des climats. Vous avez les mêmes conditions exactement de masse, de température, mais si vous partez de telles conditions ou de telles autres, ben vous avez un climat différent. Et ça, c'est plutôt Emeline en particulier qui travaille là-dessus. Vous avez l'évolution de colonies bactériennes dans des conditions différentes que l'on peut peut-être rencontrer dans d'autres situations et comme ça, qui sont aussi réalisées en chimie, etc. L'atmosphère qui joue un rôle, l'interaction entre le sol et l'atmosphère. Regardez, je vais juste vous dire un tout petit rien. Le Soleil, quand il a été créé, il avait une luminosité 40% plus faible que maintenant. Si aujourd'hui vous baissiez la luminosité du Soleil de 40%, c'est la mort immédiate, tout gèle. Alors, néanmoins, à l'époque, il y avait 96% de CO2 dans l'atmosphère de la Terre. À ce moment-là, dû à des réactions chimiques, réactions de Urey, la teneur en CO2 qui nous protégeait, elle compensait cette faiblesse du Soleil, eh bien, baisse dramatiquement en 1 milliard d'années à pratiquement plus rien. Comme ça. Heureusement, c'est toujours comme tout va très bien, Madame la Marquise. Heureusement, la masse est telle qu'il y a la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques fait que vous réinjectez un tout petit peu de CO2 dans les volcans. Et c'est juste ce qui permet qu'il ne fasse pas trop froid et que l'histoire de la vie peut éventuellement se continuer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous voyez, juste déjà, avant j'ai mentionné le problème de la tectonique des plaques, c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui sont appliquées. Et bien là aussi, d'où pourquoi il y a des géophysiciens qui viennent aussi dans ce projet. Et si je n'exagère pas, je crois que je peux encore quelques minutes. Hein. Oui, c'est presque fini. Ouais. Donc avant, j'ai montré ce petit dessin de la planète qui tournait, qui transitait, et petit anneau bleu qui filtrait. Et c'est la manière d'obtenir de l'information sur la composition chimique des exoplanètes. Et déjà, c'est de loin pas complet, mais vous avez le sodium qui a été détecté par Charbonneau en 2002, vous avez de l'eau, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthane, du fer, du titre, etc. Et depuis lors, on pourrait rajouter encore des tas de choses. Donc actuellement, on est capable, quand vous comparez le spectre de l'étoile, quand la planète est devant ou quand elle est derrière, vous pouvez dire beaucoup de choses sur l'atmosphère de la planète. Vous ne les voyez pas toujours, les planètes. Moi, je trouve que c'est magique. Et ça, c'est le domaine. Oui, voilà, juste pourquoi on s'intéresse à ce que s'appelle des biomarqueurs. Ici, vous avez les spectres de la Terre, de Vénus et de Mars. Et quand vous les comparez, il y a une caractéristique gigantesque à 9,7 microns. 9,7 microns, c'est l'infrarouge qu'on émet, nous, à peu près. Comme ça, eh bien, ça, c'est dû à l'ozone. Ça nous dit qu'un extraterrestre qui regarderait la Terre, il dirait « Ah, mais il y a de l'oxygène dans l'atmosphère ». Et ce n'est pas normal. Parce que l'oxygène, il n'a qu'une envie, c'est se lier avec les roches. Donc, qu'est-ce qui continue à maintenir ce taux d'oxygène à 20%? Bon, c'est pas, il y a d'autres mécanismes, mais essentiellement, c'est la vie. C'est la photosynthèse qui permet de maintenir ça. Voilà, ça c'est un exemple de biomarqueur. Ce n'est pas un seul qui donnera la réponse, mais ce sera une foison de différents biomarqueurs. Alors maintenant, je termine assez rapidement sur 2 ou 3. Alors, encore un professeur du département, Christophe Loïs, un tout jeune, il a dit que ce serait intéressant de... Bon, voyez la difficulté. Vous avez une étoile
qui est beaucoup plus lumineuse qu'une pauvre petite planète qui se trouve tout près. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à analyser la lumière émise par la planète? Et donc, il faut combiner deux caractéristiques d'astronomie moderne, la haute résolution spectrale, donc espresso, ce genre de choses-là, à la haute résolution spatiale, donc de voir des détails. Alors, les astronomes, depuis 30 ans à peu près, sont capables de corriger les défauts de l'atmosphère pour avoir des images piquées, vraiment nettes, incroyables. Et donc, après, ils vont échantillonner. Alors, l'optique, elle ne joue pas les tours. C'est une étoile, quand vous regardez en détail, c'est des anneaux, il y a des trucs à l'optique. Ce n'est pas des défauts, c'est fondamental. Donc, c'est d'essayer de regarder tout près, ici, de séparer la lumière de toutes ces régions ici, pour voir après, en faisant les spectres, pour voir s'il y a des biomarqueurs intéressants, d'abord détecter la planète. Alors ça, c'est une idée qu'a proposée Christophe il y a quelques années, et actuellement, à l'Observatoire, on a construit un prototype qui permet d'explorer si ça marche. Et donc, ça, je vais passer là-dessus. Et ce prototype est utilisé maintenant pour aider à la conception d'un instrument beaucoup plus ambitieux qui est... Alors, il a changé de nom. C'était marqué AIRAS, maintenant il s'appelle Anders, mais peu importe. Non, parce qu'il y a un autre instrument ailleurs qui porte le même nom, ce n'est pas terrible. Voilà. Et donc, ça, alors ce que vous voyez ici, ce n'est pas le rêve, ça c'est un télescope de 39 mètres de diamètre. Imaginez le miroir à 39 mètres de diamètre, le plus grand télescope qui aura jamais été construit au monde, qui est en construction actuellement au Chili, et il y a un consortium gigantesque. Je ne sais pas, j'ose plus dire, mais c'est cher, hein, cet instrument. Il y a 200 personnes qui travaillent pour le construire, c'est gigantesque, et donc c'est un consortium de personnes, différents instituts qui vont le faire. Et là, comme vous avez des bons yeux, vous voyez qu'il y a Christophe Lovis qui est là, qui est un des participants qui collabore de cet énorme consortium qui va construire cet instrument. Alors ça, c'est aussi la réalité du béton. Alors ça, c'est le télescope de 39 mètres de diamètre, dont la base, qui fait 200 mètres à peu près là, comme ça, est en construction, comme ça, au Chili. Ça, c'était jusqu'au 1er janvier de cette année. Comme ça, c'est gigantesque, c'est absolument gigantesque, comme ça. Donc, le télescope est là, puis alors, vous me dites, oui, mais l'endroit, pourquoi on va le faire là-bas? 2800 mètres d'altitude, dans le nord du Chili. Alors, c'est le pire endroit, à peu près, pour les questions sismiques. On est juste à côté de la faille d'Atacama qui passe par ici, etc. Bon, l'autre télescope, les 8 mètres de Paranal, ils sont juste de l'autre côté de la vallée, donc ils sont aussi parmi eux, hein, comme ça. Et donc, alors il y a des ruses absolument incroyables qui sont mises en place. Donc, entre autres, des détecteurs qui sont à quelques kilomètres, qui détectent l'arrivée de l'onde sismique, et puis qui envoient immédiatement le signal pour augmenter, par exemple, la pression de l'huile dans certains systèmes mécaniques, pour pas que ça fasse comme ça. Hein. Voilà, des choses comme ça, ou des airbags, etc. Enfin, voilà. Ça, non, mais c'est vrai, hein, c'est comme dire, c'est simplement l'endroit, il est fantastique. Donc voilà, on pense que la technique de construction peut gérer ça. Et là, vous me dites, mais quand est-ce que ce sera prêt? 2026. Bon, le Covid a un peu ralenti tout ça. Voilà. Alors, juste pour comparer, ici, le télescope mythique peut-être du début de ma vie d'astronome, c'était ce télescope-là, qui était le télescope du Palomar, 100,08 m, et puis voilà, ça c'est le VLT. Le ELT, pas le VLT. Le VLT, c'est ça, ouais. C'est 4 télescopes de 8 mètres, ça c'est le 39 mètres. Donc vous voyez que ce n'est pas un monobloc, hein. Ce n'est pas un seul bloc, c'est un millier d'hexagones jointifs qui ont tous des formes calculées. Ils ne sont pas tous identiques. Donc, à part ça, ce beau dessin, là, c'est évidemment un dessin d'artiste.
on va dire, illustre le fait qu'il y a des lasers qui mesurent l'atmosphère dans la direction où on observe, la rétrodiffusion, donc la lumière qui revient en retour, est analysée à toute vitesse, 100 fois par seconde, agit sur des systèmes qui déforment un petit miroir pour compenser dans le centième de seconde immédiatement les défauts de l'atmosphère pour vous ayez une super image qui, au lieu d'être turbulente comme ça, devient absolument parfaite. Ça va être l'optique adaptative. Donc ça, ce sera mis en place. Ça fonctionne déjà, hein, sur des plus petits télescopes, évidemment. Et donc, l'idée est d'analyser le spectre des planètes pour détecter des planètes, des molécules chimiques qui sont importantes pour la vie. Voilà, donc ce n'est pas d'aller voir et puis regarder des systèmes vivants, c'est beaucoup trop loin. On ne verra jamais des sondes spatiales pour aller prendre des photos. C'est beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà, j'ai passé. Oui, voilà, donc c'est un peu la même idée qu'avant. Donc on échantillonne le plan avec des hexagones et puis on essaye de voir s'il y a une planète qui se trouve ici par rapport à l'étoile, etc. Donc c'est des histoires compliquées. 200 personnes pendant plusieurs années, voilà, c'est comme il y a des cerveaux qui travaillent. Et avec ça, je vous remercie. Juste, c'est un échantillonnage de ce qui se fait à l'observatoire. Il y a aussi un énorme spectro-infrarouge qui vient d'être installé sur 3,60 m au Chili, etc. Et à part ça, il y a des... Mais je ne peux pas montrer des photos. On a tout un tas de théoriciens qui travaillent sur différents problèmes, la stabilité des systèmes, quand il y a beaucoup de planètes, etc. etc. Voilà. Donc c'est une image biaisée du côté instrumentation que je vous montre là, mais c'est un moment fantastique. Merci. Merci beaucoup, Michel Mayor. Vous nous avez convaincus de la complexité de l'univers et de l'énormité de votre érudition aussi. Vous êtes d'accord qu'on prenne encore quelques questions? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre... Mais s'il y a des gens qui veulent partir parce qu'ils ont un train, ne vous gênez pas. Voilà, on a été un petit peu plus long, mais c'était passionnant. Alors, je vous laisse, je ne vous vois pas tout à fait, levez bien la main. Oui, bonjour monsieur. Je vous remercie pour cette conférence, pour commencer. J'ai juste une petite question, parce que vous parliez de solvants. Ouais, pardon. Vous parliez de solvants, il me semble, dans des milieux dans lesquels la vie est plus propice à se développer. Et vous avez beaucoup mis l'accent sur l'eau. Et moi, je voulais vous poser la question. Il me semble notamment que sur Titan, il me semble qu'il y aurait des lacs de mercure. Et il me semble que le mercure est un solvant, par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que... C'est pas le mercure, oui. Ouais, non. Ah bah, je voulais savoir, en fait, est-ce que d'autres milieux, d'autres solvants étaient aussi propices Oui. Titan, donc c'est un des satellites de Jupiter, je ne sais pas si c'est pas des bêtises. Non, de Saturne, je ne sais pas des bêtises. Comme ça. Donc c'est un monde de glace. C'est un monde de glace qui a été visité par la sonde Cassini il y a quelques années, et puis avec une sonde européenne de Huygens qui est tombée, qui est descendue dans l'atmosphère, comme ça. C'est un monde fascinant, mais il est à moins 250 degrés. Hein. Donc il est pas comme la Terre. Par contre, la chimie organique est absolument incroyable là-bas parce qu'il y a des nuages d'hydrocarbures, des pluies d'hydrocarbures, des océans d'hydrocarbures, des glaciers de méthane solide, etc., etc. Un monde complètement différent qui peut nous renseigner sur des phases primordiales éventuelles de la chimie organique. Mais ce n'est pas là-bas que vous allez trouver des gens, des formes de vie actuelles comme ça. Donc voilà, ça c'est comme ça. Alors le liquide, oui, il y a très très peu de liquide, hein, de formes liquides de corps dans l'univers. Bon, l'eau très fréquente partout, en tout cas là. Et puis autrement, c'est l'alcali. C'est quoi? Ouais, comme ça. Donc il faudrait trouver une chimie basée sur tout à fait différente, comme ça, mais qui a un corps comme liquide rare. Donc rare en termes de... Il est beaucoup moins fréquent que l'eau. Voilà.
Donc, oui, je ne peux pas prouver. Alors, est-ce qu'il y a une chimie organique qui se crée là-dessus, comme ça? Peut-être, hein, ouais. Peut-être que la salle se chauffe un peu pour les questions. J'aurais une question à vous poser. Vous m'excusez, je ne suis pas du tout scientifique, donc peut-être que vous allez trouver ma question pas très... Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions en termes de destruction. On est en train de détruire un tout petit peu la planète tout de même. On est en train de s'interroger sur des possibilités, effectivement, un jour, d'avoir une planète de secours. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de théorie? C'est une mauvaise idée, mais je vais commenter un peu. Oui, alors, bon, je commence d'abord par les exoplanètes. Alors, donc, on est d'accord qu'il faut au moins des conditions d'habitabilité qui soient parfaites, qui soient très raisonnables. Imagine, alors, la galaxie qu'on a vue avant, la lumière met 100 000 ans pour traverser. Imaginez que vous trouviez une planète avec des conditions parfaites à 30 années-lumière. 30 années-lumière, c'est une voisine, comme ça. Mais 30 années... Alors, l'homme est allé il y a 50 ans sur la Lune, en 3 jours. La lumière met 1 seconde pour le faire. Donc, 30 ans, c'est 1 milliard de secondes. Donc, une planète hypothétique qui serait habitable à 30 années, c'est 1 milliard de fois plus loin que la Lune. 1000 millions de fois plus loin. Donc, simplement, c'est juste pour dire que, alors évidemment, les optimistes disent qu'il suffit d'accélérer. Le problème, c'est que, l'énergie cinétique de votre fusée, si vous la faites passer de 10 km/s, qui est typiquement les missions Apollo, à une fraction extrêmement élevée de la vitesse de la lumière, l'énergie que vous voulez émettre est complètement impossible. Donc voilà. Donc le rêve de l'exploration d'exoplanètes, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, revenons plus près au système solaire. Donc, on change d'échelle. Hein. Comment dire, Mars, qui est une planète souvent évoquée là-dedans par M. Elon Musk, comment dire, elle est à quelques dizaines de minutes-lumière. Donc on est d'accord que c'est tout près. Hein. Tout près, c'est quand même 8 mois de voyage. Hein. Mais c'est tout près. Le problème, c'est que l'atmosphère de Mars, c'est 1% de l'atmosphère de la Terre. Donc c'est à peu près ce qu'il y a à 80 km d'altitude. Et ce n'est pas de l'oxygène. Donc c'est, comment dire, de l'argon, c'est des choses comme ça. C'est pas responsable. Donc déjà ça, pas d'atmosphère irréversible. Vous avez des rayons cosmiques, parce que l'atmosphère, elle nous protège des rayons cosmiques. Là, vous les recevez. Bon, alors vous me dites, vous pouvez vivre sous Terre. Bon, voilà, on peut tout, enfin, c'est pas sous Mars, comme ça. Donc voilà. En plus, comment dire, alors Elon Musk, moi je suis tout à fait en faveur, et même je trouverais ça merveilleux, si dans les 10-20 ans qui viennent, je ne sais pas, une mission comme les missions Apollo va là pour Mars, parce que ça veut dire ça satisfait une sorte de rêve d'exploration de l'humanité. On va le plus loin possible, on va au sommet de l'Everest, on va, etc. On fait au fond de l'océan, on fait comme ça. On n'y va pas pour y vivre. Alors, cette démarche-là, je trouve qu'elle est excellente. Pour faire de la science, les robots, ils font souvent bien le travail. Hein. Donc, c'est pas là. Donc, je pense que l'humanité se paye ce luxe d'aller explorer le plus loin possible, très bien. Mais quand Elon Musk dit « je rêve que dans 100 ans, il y aura 1 million d'humains qui iront sur Mars ». D'abord, le sol, il est toxique. Hein. Comment dire ? Donc, vous n'allez pas planter des salades comme dans le film Seul sur Mars, qui plante ses salades, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de... Je ne veux pas être méchant, mais comment dire, je ne crois pas. Je parie dans un siècle, une bonne bouteille, qu'il n'y aura pas 1 million de personnes. Donc, je ne crois pas tellement à la notion de seconde terre dans cet esprit-là. Et donc, si on doit retirer, je ne veux pas prêcher, mais comment dire, si on doit faire, la conséquence qu'on doit tirer, c'est qu'on doit protéger celle qu'on a, qui est comme assez sympa, quoi. Elle est belle. En tout cas. Elle est bien. D'autres questions?
Oui. Caché. Oui, Caché. moi. Vous êtes alors. Je suis là. Oh là là. Voilà, allez-y, monsieur. Vous avez l'air d'avoir une grosse voix, alors allez-y. Oui, alors, comment dire, ouais, c'est grave oubli de ma part de ne pas mentionner le James Webb, donc qui est un petit télescope à l'échelle de ça. Il n'a que 6,50 mètres de diamètre, mais il est dans l'espace. Donc, il va faire des choses exceptionnelles dans l'infrarouge, entre autres, comme ça. Il a évidemment une capacité de netteté des images qui est remarquable. Il l'a prouvé il y a une semaine. Hein. À une semaine, ils ont réglé l'optique, c'est extraordinaire, comme ça. Alors, oui, les exoplanètes font partie des programmes prioritaires de James Webb, en particulier la recherche de biomarqueurs, que j'ai esquissé ici. Donc, de chercher comme ça. Il y a aussi la capacité d'imagerie, donc parce que c'est difficile, comme vous avez un contraste énorme entre l'étoile et la planète, mais si vous avez des opticiens suffisamment futés, ils inventent des ruses d'optique qui essayent de faire mieux que je fais là, un système qui cache la lumière qui est issue de l'étoile pour voir ce qu'il y a autour. Donc il y a des ruses comme ça, et le James Webb, oui, il va faire d'autres choses. Il fait aussi de la cosmologie. Hein. Ça, c'est aussi, il y a d'énormes questions qui sont liées à la cosmologie, ça c'est clair. Et puis d'autres choses, là, même à la limite, là, de comprendre l'évolution chimique des étoiles dans les autres galaxies et tout. Quand vous avez un télescope de 39 mètres, il y a quand même des belles questions que vous pouvez aborder. Les trous noirs, hein, on trouve des trous noirs au centre de certaines galaxies qui sont de milliards de fois la masse du Soleil. Au centre de la nôtre, il y en a un qui fait 3,6 millions. Milliards, c'est 1000 fois plus. Hein. Donc il y a des galaxies géantes qui ont des trous noirs, des singularités au sens de la relativité d'Einstein, qui sont créées par des masses de l'ordre du milliard de fois. Ces trous noirs, ils sont nés avant les galaxies, en même temps que les galaxies, ou après. Alors, des questions aussi énormes que ça, on ne sait pas. Voilà. Lors de l'expansion primordiale de l'univers, est-ce qu'il y a eu des conditions de créer des singularités aussi monstrueuses que ça? Voilà. Il y a foison de belles questions. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez trouver une réponse? Vous qui avez cherché toute votre vie et trouvé beaucoup de choses. Bon, c'est clair si vous aviez une baguette magique. Allez. Oui, on a, comment dire, je serais presque tenté de dire, est-ce que la relativité générale est correcte ou pas? Est-ce que la relativité générale est correcte ou pas? Elle est certainement correcte à 99,999%. Par contre, au niveau de très très haute densité, elle a des problèmes. Puis, on a deux problèmes majeurs en cosmologie. C'est vraiment, toute la masse qu'on observe, c'est environ 5% de la masse qui existe dans l'univers. On sait par des méthodes différentes, on peut calculer combien il doit y avoir de masse. Et ce que l'on voit, ça ne répond pas du tout à la question. On a 1/20 de ce qui existe. Et qu'est-ce que c'est le reste? Alors, est-ce que c'est réel, des particules étranges, comme ça, qui sont là, que le CERN cherche, ou beaucoup d'autres endroits aussi, comme ça, ou est-ce que c'est une modification de la relativité d'Einstein? Parce qu'il y a une autre chose qui gêne un peu aux entournures, c'est le fait que l'univers est en expansion, mais il a de la masse dedans. Donc on s'attend à ce qu'à un moment donné, la masse va ralentir l'expansion. Et puis, il y a 15 ans, des astronomes ont montré que l'expansion, elle s'accélérait dans le passé. Et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi stupide comme observation que imaginez que vous prenez un caillou, vous le lancez comme ça, j'ai rien contre vous hein, là-bas, comme ça, et vous attendez à ce que le caillou il fasse ça. Maintenant, vous répétez l'expérience, vous lancez le caillou et vous voyez que le caillou il fait ça. Voilà.
vous posez des questions. Hein. Comme ça. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des questions monstrueuses là autour. Et, comment dire, la vie, mais oui, c'est vrai. Comment dire, je pense que ce serait intéressant de savoir si la vie est un sous-produit automatique, enfin, inéluctable de l'évolution de l'univers. Mais il y en a d'autres qui sont bien. Monsieur, je vais vous passer le micro. Peut-être la question qui... Dans toute cette complexité que vous avez étudiée, de la vie ici, la vie ailleurs, ces niveaux scientifiques que vous atteignez, est-ce que vous avez une réflexion à partager avec nous en ce qui concerne la relation qui pourrait exister entre toute cette complexité immense et le sens de notre vie sur la Terre à nous? Oui, non, mais c'est... Ça veut dire... Non, mais c'est une réflexion qui est je dirais, imposée, à savoir, finalement, la réponse que l'on pourrait donner à cette question, est-ce que la vie est un impératif cosmique, à savoir, est-ce que la nature, les lois de la nature, spontanément, toujours vont former la vie, c'est une partie de la réponse à ces interrogations de notre place dans l'univers. Disons d'une manière un petit peu brutale, c'est dire est-ce qu'on est une sorte de sous-produit inéluctable de l'évolution de l'univers. Moi, ça me gêne pas du tout, disons. Comme ça. Mais voilà, non, mais ça, comment dire, c'est clair qu'on touche ce genre de questions, mais la manière de les aborder, on peut les aborder de point de vue philosophique, mais on peut les aborder en cherchant des biomarqueurs pour voir si ça existe. Disons, voilà, c'est... Merci beaucoup. Merci à vous de cette présence ce soir. Merci à Michel Mayor de nous avoir fait l'honneur d'être là. Et on est un petit peu écrasés. Merci beaucoup. Merci.